L'échiquier international, soyez les bienvenus. Détroit d'Ormuz fermé pour raison de sécurité lors d'exercices militaires iraniens pour une durée indéterminée. Une nouvelle chargée puisqu'on rappelle la présence navale américaine importante comprenant les porte-avions USS Abraham Lincoln et Gerald Ford. Au même moment, l'Iran et les États-Unis entament des négociations depuis Genève pour éloigner un risque d'intervention militaire américain. Téhéran évoque avec prudence forcément des signes d'une position américaine plus réaliste sur la question nucléaire. Certains alliés des Américains, y compris des forces au sein de l'organigramme politique washingtonien, souhaitent l'affrontement quitte à bouleverser toute une région. Sujet du jour, on en parle et c'est tout de suite. Téhéran, Washington qui conviennent de principes directeurs en vue d'un accord. Cela s'est passé à Genève. Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères iranien, a qualifié les discussions plutôt constructives que celles qui ont eu lieu à Oman. Donc c'est un nouveau cycle de négociations qui nous éloigne en principe d'une confrontation militaire. Araghchi prévient tout de même que l'Iran est préparé à se défendre. Paradoxe dans les propos, pas quand on négocie avec l'administration Trump. On demandera sans tarder à notre invité du jour ce qu'il en pense. Manuel Pouchelet, bonsoir. Manuel Pouchelet, je ne vous entends pas. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est un plaisir, Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes analyste en questions internationales, enseignant également. Merci d'avoir répondu présent pour l'émission du jour. Alors, on le disait, des négociations à Genève pour un nouveau cycle de négociations qui se serait terminé donc tout à l'heure sur une note plutôt positive. Les négociateurs iraniens et américains seraient parvenus à des principes directeurs en vue d'un accord. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, qui prévient à la sortie des pourparlers que on serait en train de parvenir à un accord, mais le processus est loin d'être finalisé, tout en rajoutant que l'Iran serait préparé à se défendre. Donc une note positive, mais méfiance tout de même. Alors oui, en effet, il y a une méfiance tout de même, mais bon, vous savez, les négociations en diplomatie s'inscrivent toujours sur le temps long. Maintenant, ce que l'on voit, c'est aussi les nouvelles manœuvres militaires de Washington dans la région, avec l'arrivée d'un deuxième porte-avions, ce qui est un message fort. Je rappelle que dans la doctrine américaine de l'emploi du porte-avions, c'est le prolongement armé de leur diplomatie. Maintenant, Téhéran, je le rappelle, fixe aussi ces éléments de langage, et ce qui est quand même rassurant dans cette affaire, c'est que les deux parties en présence dialoguent. Alors, on a réactivé le canal historique qu'est le sultanat d'Oman pour obtenir des négociations nettement plus pondérées que le discours agressif habituel, mais en même temps, il y a un discours aussi un petit peu différent, puisque il y a un autre acteur qui derrière est aussi source, on va dire, de doute et d'inquiétude dans la région. C'est l'acteur israélien par la présence de Benjamin Netanyahou qui, je le rappelle, a été convoqué à Washington la semaine dernière, et on a bien l'impression que cette fois-ci, c'est l'administration Trump qui prend le relais et qui impose son tempo. L'administration Trump a horreur d'une chose, c'est de se voir imposer par des parties tierces, si vous voulez, un agenda, mais en même temps, vous avez un président Trump qui s'avoue être patient, mais en même temps qui montre aussi sa démonstration de force avec la présence de deux groupes aéronavals dans la région, ce qui est un message qui est quand même inquiétant en termes de négociation. Mais je ne pense pas, rassurez-vous, on ne négocie pas avec les armes, on discute toujours avec les hommes, et c'est le plus important. Les tensions restent tout de même vives, vous l'avez dit. L'Iran a annoncé aujourd'hui fermer en partie le détroit d'Ormuz pour officiellement un exercice militaire dans la région. Quelques jours après l'envoi, vous l'avez dit, d'un nouveau porte-avions américain au large des côtes iraniennes. Donc, ne spéculons pas outre mesure, mais il y a aussi un message envoyé du côté de Téhéran. Alors le message pour les Américains, c'est de démontrer qu'ils sont capables de déployer un corps expéditionnaire à l'étranger, très éloigné de leurs frontières, ce qui est en même temps un message fort de démonstration de force et de puissance, puisque les pays éligibles à ces capacités de projection sont très peu nombreux dans le monde, il faut le savoir, et les États-Unis souhaitent le montrer. Mais en même temps, vous avez aussi Téhéran qui confirme sa position ferme.
d'où les Américains, justement, ont un respect, si vous voulez, en termes de capacité militaire de Téhéran, puisque je vous le rappelle que en juin dernier, Téhéran avait été capable de frapper sur le territoire israélien. Donc, si vous voulez, c'est une démonstration de force, de moyens et de vecteurs, ce qui permet, entre guillemets, à chacune des parties en présence de se découvrir. Mais pour l'instant, le ton est à la diplomatie et à les négociations et on peut s'en féliciter. Maintenant, je vous ferai remarquer que les propos du ministre des Affaires étrangères iranien sont particulièrement pondérés, alors qu'il y a encore peu de temps, Téhéran affichait une forme d'agressivité dans son verbatim diplomatique, et vous savez que l'agressivité en diplomatie n'est jamais de bon augure. Et de bons conseils. Alors un mot sur le détroit d'Ormuz, c'est ce fameux étroit passage maritime de 35-40 km à peu près, séparant l'Iran de Oman. C'est un des corridors stratégiques les plus critiques au monde. 20% du pétrole, c'est à peu près 20 millions de barils jour, et un cinquième de gaz naturel liquéfié y transite quotidiennement. L'Iran brandit souvent la menace de la fermeture, sauf qu'il en serait lui-même pénalisé, et un autre pays également dans la liste. Et ce n'est pas n'importe quel pays, la Chine est ultra dépendante de ce passage. À l'aune de ces facteurs, est-ce que l'Iran pourrait passer vraiment à l'acte, quitte à se mettre la Chine à dos? Je ne pense pas que Téhéran fasse un blocage complet. Alors, il faut savoir que quand vous regardez, vous l'avez bien rappelé, la configuration du détroit d'Ormuz, c'est un verrou stratégique qui a toujours été sous tension et sous parfois blocage des forces en présence. Maintenant, pour les navires occidentaux, y compris chinois, ils sont toujours accompagnés, on va dire, d'une escorte militaire pour qu'ils puissent passer ce détroit, parce que les eaux territoriales, que ce soit d'Oman ou de l'Iran, sont très proches, et il suffirait d'une fausse manœuvre pour qu'un bateau cargo pétrolier puisse se faire, si vous voulez, arraisonner. Et ça, on ne souhaite pas que cet incident arrive. Entre-temps, vous avez aussi les autres pétromonarchies du Golfe, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, au Koweït, qui sont très dépendants, on va dire, de ce détroit d'Ormuz, mais sachez une chose, entre-temps, l'Arabie Saoudite a conduit aussi la construction de l'éoduc qui traverse maintenant son territoire, qui permettent d'arriver sur des ports sur la mer Rouge en eau profonde. Donc quelque part, on a contourné le problème, mais en effet, c'est un détroit stratégique. Téhéran démontre ses capacités militaires de tenir une position, ce qui est un message fort aussi, qui est adressé aux Américains, mais surtout vous insistez sur le rôle de la Chine, puisque la Chine dépend beaucoup et encore du pétrole iranien, qui est son principal fournisseur. Maintenant, Pékin a quand même d'autres fournisseurs également dans la région, mais en effet, c'est important de le souligner. Pékin, de toute façon, en termes de diplomatie, jusqu'à présent, s'est montrée discrète, mais je vous ferai remarquer qu'elle intervient de plus en plus, puisqu'il s'agit d'un pays des BRICS. Revenons au sujet de ces négociations qui se sont terminées tout à l'heure, environ à 14 heures, entre Américains et Iraniens. Négociations en direct sous l'égide de Oman. Son chef de la diplomatie a parlé de progrès, mais il resterait beaucoup de choses à faire d'après lui. Alors qu'est-ce qu'on sait de ce deuxième round de négociations? On sait qu'un troisième cycle est confirmé. La diplomatie semble de prime abord avoir retrouvé sa place. Alors un mot au sujet de ce cadre. Téhéran proposerait un moratoire de 3 ans sur l'enrichissement de l'uranium. L'exportation enrichie serait exclusivement vers la Russie si exportation il y a. Des futurs accords commerciaux américano-iraniens en cas de levée de sanctions. L'Iran refuse toutefois de démanteler intégralement son programme nucléaire. Les États-Unis de leur côté exigent un arrêt complet de l'enrichissement ainsi que des limitations des missiles balistiques. Et enfin, l'Iran insiste pour un allègement significatif des sanctions, notamment avec l'accès de fonds gelés. Voilà globalement pour l'accord. À la sortie des discussions donc en début d'après-midi, Arakchi, le diplomate iranien, a tenu un point de presse. A contrario de la partie américaine, les Américains, eux, n'ont pas rencontré les journalistes. Il semblerait que du côté de Washington, on ne souhaite pas ébruiter les négociations, le contenu des discussions. Pourquoi ? Ce qui est tout à fait normal en diplomatie. Il y a également une part cachée. Alors, il faut savoir que derrière cet accord nucléaire d'enrichissement, il y a d'autres enjeux stratégiques qui finalement relient bien plus qu'on ne le pense les acteurs iraniens et américains dans la région.
Je pense à d'autres dossiers beaucoup plus importants qui viennent compléter. Alors, je pense que la partie visible de l'iceberg, si vous voulez, c'est le dossier du nucléaire. Mais également, il faut savoir que Téhéran est également impliqué au niveau des dossiers partagés, je pense avec la Syrie et la Turquie sur le Kurdistan, dans lequel les Américains interviennent et j'allais dire sinistres. Donc, si vous voulez, quelque part, il y a d'autres négociations en cours, mais vous avez un autre dossier qui est beaucoup plus préoccupant, dont on n'a pas tendance à parler également, c'est que les Américains, pour l'instant, j'allais dire, souhaitent qu'il y ait une forme de stabilité en Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'à la frontière Est, c'est-à-dire avec l'Afghanistan, la situation est particulièrement, si vous voulez, tendue et que si le régime de Téhéran devait tomber, cela risquerait de créer un nouveau chaos dans la région, si vous voulez. Donc derrière ce dossier, bien sûr, la partie visible qu'est le nucléaire, il y a d'autres enjeux. Vous avez également parlé de levée de sanctions économiques contre Téhéran, puisque on sait pertinemment que l'économie iranienne est devenue exsangue, mais également aussi l'économie américaine qui est également tributaire des fois de Téhéran. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, finalement, ce sont aussi des hommes d'affaires qui ont tendance à placer de l'argent dans différentes économies, on va dire, y compris occidentales. Donc, quelque part, je pense que le ton est au compromis. Maintenant, chacun campe sur sa position de manière pondérée, mais attention, on n'a pas encore remis les mouches sur les fleurets de l'affrontement, si tant est qu'on parle d'une forme de joute ou d'escrime, surtout dans la région, sachant que derrière ce dossier iranien, vous savez qu'il y a également d'autres équilibres régionaux, notamment au Moyen-Orient. Je pense au dossier du Liban et d'autres dossiers en cours pour lesquels les Américains souhaitent aussi avoir l'avis de Téhéran sur ces enjeux sécuritaires. Ne l'oublions pas, les relations au Moyen-Orient sont essentiellement réversibles et surtout particulièrement volatiles. Et attention, les renversements d'alliances sont permanents. Encore un mot sur la Chine. Tout à l'heure, vous m'avez fait penser à une remarque concernant la Chine. On le sait, l'Iran est mis à rude épreuve en termes de sanctions économiques et ça dure depuis au moins 40 ans. La seule bouffée d'oxygène minime, certes pour l'économie iranienne, ce sont les exportations de pétrole vers la Chine. Est-ce qu'une attaque contre l'Iran ne serait pas, selon vous, une attaque bien sûr contre Pékin, comme cela a été un peu le cas avec l'affaire du Venezuela ou bien le dossier groenlandais, ou encore est-ce que ça ne serait pas une attaque contre les BRICS, si attaque il y a bien entendu? Alors, je pense que ce qu'il faut retenir dans cette affaire, qui est un jeu quand même particulièrement difficile, c'est que, vous savez, la culture américaine, c'est une forme de jeu de poker menteur, vous le savez très bien, mais en même temps, n'oublions pas qu'ils affrontent une civilisation qui est plusieurs fois millénaire et que les capacités de stratégie de Téhéran ne sont plus à démontrer. Et je pense que Donald Trump et son administration risqueraient très rapidement de se confronter à leurs propres contradictions. L'intervention de Pékin dans la région on va dire, a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur au Moyen-Orient. On va dire déjà sous l'administration Biden. Donc, Monsieur Trump est un héritier pour lequel vous savez pertinemment qu'il a eu des mots durs avec son ancien collègue. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que Donald Trump a toujours eu un regard particulier sur cette région du Moyen-Orient, dans la mesure où il a toujours voulu, on va dire, se désengager. En ce qui concerne une confrontation avec les BRICS, ce n'est pas à exclure, mais en même temps, on voit aussi avec cette crise en cours que les BRICS sont capables aussi de répondre présent de manière assez dissuasive sur le dossier défense sur lequel ils étaient jusqu'à présent particulièrement discrets. Donc quelque part, Téhéran est aussi une puissance exposée et derrière, vous avez un soutien militaire de la Chine qui a été démontré récemment puisque l'on a observé des mouvements de cargo militaires chinois au niveau avion qui sont venus ravitailler Téhéran. Donc, bien entendu, le contenu des marchandises reste confidentiel, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les BRICS sont capables de se mobiliser et d'apporter une réponse militaire aux tergiversations occidentales. Manuel Pouchelet, mais les BRICS, c'est plutôt un club économique et moins un club politique. On n'est pas forcément au diapason en termes d'orientation politique et surtout au niveau de la politique internationale. Alors oui, vous avez raison avec cette affirmation. Maintenant, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, j'ai un peu l'impression, en tant qu'observateur et géopoliticien,
que les BRICS prennent le chemin de l'Union européenne. Je vous rappelle que l'Union européenne est avant tout une création, on va dire, économique, ce qui est 1957 avec le traité de Rome. Et les BRICS, vous l'avez souligné, c'est une organisation économique, mais je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, au regard des ressources, au regard des terres rares, vous êtes obligé de démontrer une capacité d'intervention pour vous approprier ces terres rares et d'en assurer l'acheminement. Et ça, il faut bien le remarquer, vous êtes obligé de passer par un volet militaire. Maintenant, on a eu un exercice commun avec la Russie, la Chine et l'Iran dans la région pour justement montrer aux Américains et à l'Occident de manière plus générale qu'ils sont capables également de se mobiliser sur un dossier sur lequel ils étaient essentiellement discrets, si vous voulez. Donc quelque part, je pense qu'il y a une nouvelle organisation. On ne connaît pas le nom de cette future organisation militaire, mais il faut savoir que dans la région, les Américains ou aussi côté chinois en train de développer un nouveau concept qui s'appelle l'AUKUS, qui regroupe l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis pour justement, on va dire, tenter de juguler les appétences de Pékin dans l'océan Pacifique. Et notamment dans le sud-est asiatique. En attendant, il y a un renforcement, on l'a dit, américain des forces navales militaires dans la région du Golfe, notamment le Golfe Persique. Washington veut montrer que l'option militaire est encore sur la table. On l'a dit avec les exercices militaires de Téhéran. Téhéran y répond à sa manière. Il y a 2 jours, la chaîne américaine CBS a révélé, selon des sources, que Donald Trump aurait déclaré à Benjamin Netanyahou qu'il soutiendrait des frappes sionistes contre l'Iran en cas d'échec des négociations. Un embrasement de la région ne serait pas objectivement dans l'intérêt ni des Américains, ni de l'Iran, et encore moins des pays du Golfe, qui font tout en coulisses pour éviter ce scénario catastrophe. Question simple, est-ce que l'entité sioniste pourrait commencer une guerre contraignant les Américains de la finir, en tout cas de l'accompagner ? Oui, ce que vous dites est un plan qui n'est pas, on va dire, à écarter. Mais je pense qu'on n'a pas les retours, si vous voulez, de sources fiables de l'entretien qui s'est tenu à Washington entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand on est un observateur tel que je suis, il faut savoir que Donald Trump a dû imposer son calendrier. On a vu jusqu'à présent un Benjamin Netanyahou particulièrement agressif et qui a même mis les États-Unis devant le fait accompli quand il y a eu l'opération Midnight Hammer en juin. Il y a eu d'autres cas où les frappes iraniennes ont démontré aux Israéliens que finalement ils pouvaient se faire déborder, ce qui est un vrai problème. Mais quelque part, les Américains, et là je répète les propos du président Trump, ne souhaitent plus, on va dire, s'investir autant au Moyen-Orient, même si cette région, on est bien d'accord, leur rapporte énormément d'argent. Il y a qu'à observer les budgets et les dépenses militaires des pays de la région, je pense notamment à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays qui s'équipent, on va dire sur étagère, qui achètent sur étagère beaucoup de vecteurs militaires avec de la formation. L'Iran dans la région, si vous voulez, a toujours occupé une place particulière. Maintenant, Washington démontre ses capacités de projection. Là, vous avez parlé de l'arrivée de 2 porte-avions, mais je pense que pour l'instant, ce sont des manœuvres d'intimidation et Benjamin Netanyahou va encore renouer avec son discours habituel. Il faut mobiliser énormément de personnes en présence pour assurer la sécurité d'Israël. Maintenant, le discours des Américains, je ne le connais pas par rapport à cette position. Je pense que pour l'instant, Donald Trump souhaite maîtriser ces négociations, ce dossier qui est quand même particulièrement complexe, dans lequel il y a plusieurs leviers, il y a plusieurs entrées, mais la question, on va dire, des préoccupations d'autres États de la région autre aussi en ligne de compte, puisque je le rappelle, vous avez énormément de bases américaines qui sont déployées au Moyen-Orient et qui sont à terre et qui sont par contre vulnérables. Ensuite, vous savez Manuel Pouchelet, pardonnez-moi, au sein même de l'organigramme politique américain, Donald Trump pourrait être débordé par sa droite ou à droite, dans le sens où il y a des figures politiques américaines qui sont, elles, pour le bras de fer avec Téhéran. J'en veux pour preuve, lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, il y a quelques jours, à l'issue d'une rencontre avec Netanyahou, il y a un sénateur américain et qui est républicain, qui se nomme Lindsey Graham, qui a affirmé que les guerres du futur se planifieraient en Israël qui est un laboratoire stratégique de premier plan pour les guerres occidentales. Et en concernant un affrontement contre l'Iran, à une question posée par un journaliste, Lindsey Graham répond que ce risque serait
évidemment là, mais qu'il serait inférieur, y compris avec ce qui se joue en termes d'intérêt à la fois des Américains et des Israéliens. C'est compliqué, vous savez, les sénateurs américains, surtout républicains, pour l'instant ont un discours principalement orienté vers une forme d'arrogance envers leurs compatriotes démocrates. Maintenant, ce qu'il faut le retenir dans cette affaire, regardez le passé et les conflits dans la région au niveau des administrations américaines, elles sont essentiellement républicaines. Maintenant, ce sénateur, il est aussi le représentant d'une administration qui est au pouvoir aux États-Unis. Il a également sûrement derrière lui, et j'en suis quasiment sûr, des lobbies, notamment le lobby de l'armement, qui pour l'instant, l'objectif, si vous voulez, est de faire travailler et fonctionner ce complexe militaro-industriel américain pour lequel les États-Unis ont besoin de rentrer de devises. Je vous rappelle que c'est aussi un des pays les plus endettés au monde. Donc quelque part, moi je reste très méfiant sur ces déclarations, sur ces aspects, on va dire, particulièrement complexes que sont le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, j'ai une citation à vous proposer, très simple. Si vous pensez avoir compris la guerre au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Mais ça ne se limite pas s'il y avait que Lindsey Graham qui qui campait cette rhétorique belliciste. À la limite, on comprendrait. On peut évoquer par exemple le cas de Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui vient d'achever une tournée européenne. Il s'exprimait d'ailleurs à Munich sur la sécurité internationale, où il a réaffirmé et assumé la puissance occidentale, enjoignant d'ailleurs les Européens à rejoindre les États-Unis dans ce qu'il décrit comme une restauration stratégique au nom d'une grandeur passée. Bien entendu, cette rhétorique, ce discours a suscité moult réactions. En tout cas, cela dénote une chose qui commence à être sérieusement prise en compte, à savoir la fracture idéologique dans le camp transatlantique et qu'il y a vraiment un camp belliciste du côté de Washington. Il y a un camp belliciste, mais en même temps, c'est vrai que ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que le discours de plus en plus agressif de Marco Rubio, vous savez, en diplomatie, c'est jamais très bon. Surtout qu'il est quand même le secrétaire d'État. Quelque part, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et quelqu'un qui a un discours belliciste comme ça, c'est quand même très inquiétant. Je rappelle que la principale préoccupation de Marco Rubio, il oublie de le dire, c'est essentiellement aussi le dossier Cuba, qui pour l'instant est à genoux. Mais quelque part, c'est vrai que ces dernières positions sont particulièrement inquiétantes. Il demande aussi aux Européens de se mobiliser. Vous avez parlé de son passage remarqué à Munich, où d'ailleurs, dans les rédactions européennes, on a fait très peu écho de cette rencontre. De toute façon, Munich a toujours été un enjeu sécuritaire, mais en même temps, j'ai bien l'impression que les cartes sont en train, au niveau de la sécurité, sont en train d'être redistribuées. Il faut être très prudent parce que la principale préoccupation des Européens, ça reste la guerre en Ukraine avec la Russie, mais aussi l'avenir de l'OTAN. Maintenant, les Américains au Moyen-Orient, j'ai l'impression que certaines chancelleries européennes se sentent éloignées, si vous voulez. Moi, je n'ai pas entendu d'annonce ferme d'une Europe capable de mobiliser également des bateaux, des navires de combat pour soutenir les Américains. Maintenant, on s'est dit qu'après, pardonnez-moi, après le génocide à Gaza, après l'affaire du Venezuela, après ce qui s'est passé par rapport au Groenland, avec des visées de Trump qui ont suscité aussi moult réactions, que le camp transatlantique pourrait peut-être pas opérer une réforme, mais en tout cas un repositionnement. On voit avec les sorties de Marco Rubio que c'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas. Pourquoi? Parce que l'Europe a fait une grave erreur, c'est de faire sous-traiter sa défense avec l'OTAN. Très honnêtement, j'ai peut-être un jugement particulièrement sévère sur la question. Pourquoi? Parce que l'armée européenne n'a jamais vraiment fonctionné. Je rappelle que l'Union européenne est essentiellement une alliance économique et que sur les questions de défense, si vous voulez, on commence à avoir un embryon de décision où le président français, si vous voulez, a proposé son parapluie nucléaire aux puissances européennes. C'est déjà un début d'une nouvelle mobilisation, peut-être d'une nouvelle ère, si vous voulez. On sait que Washington risquerait de se désengager de l'Europe, mais attention, sans les Européens, elle n'aura plus, on va dire, d'une variable d'ajustement sur la puissance économique. Et vous savez que l'Europe est une puissance économique de premier ordre pour laquelle les Américains ont besoin d'elle si elles souhaitent également s'engager sur d'autres dossiers, si vous voulez. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'on assiste on va rebattre les cartes, ce qui est très important.
Maintenant, l'agressivité des Américains n'est pas non plus anodine, ce qui prouve que certains dossiers, on va dire, les agacent. Pourquoi? Parce qu'ils piétinent. Mais je le rappelle également que l'on arrive à des élections de mi-mandat où on ne sait pas si le président Trump aura une majorité pour continuer sa politique en Europe, étrangère et aussi sur le plan intérieur. Merci Manuel Pouchet, analyste des questions internationales. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir enrichi le contenu des échanges. Merci beaucoup, monsieur. Merci de nous avoir prêté attention, vous, chers téléspectateurs, et merci de votre fidélité. On vous souhaite une agréable soirée et vous dit à samedi.